l'honneur de présenter Yves Préry. Donc, comme le disait Claire Lise, donc il est professeur depuis plus de 30 ans à l'Université du Québec à Montréal. Il est également chaire UNESCO en changements environnementaux, donc à l'échelle du globe. Donc, Yves est un biogéochimiste aquatique et ses travaux de recherche visent principalement la biogéochimie du carbone dans les écosystèmes aquatiques et en particulier les lacs et les réservoirs. Plus spécifiquement, il s'intéresse à comprendre les facteurs déterminant la dynamique des gaz à effet de serre dans les lacs et les réservoirs et à construire des modèles qui visent à quantifier et prédire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour travailler sur ces modèles que Yves a proposé de venir 6 mois en accueil à Lyon. Donc ces travaux, ils sont d'importance internationale, hein. Ils ont nourri considérablement la recherche sur la biogéochimie du carbone des écosystèmes aquatiques. Et en plus de ces apports significatifs à la connaissance et au monde académique, les recherches de Yves et ses compétences ont également été reconnues d'intérêt commun puisqu'il a aussi siégé au groupe d'experts du groupe du travail du GIEC sur les terres inondées. Et à ce titre, il est d'ailleurs un des auteurs principaux du chapitre 7 de la révision 2019 des lignes directrices du GIEC pour les inventaires nationaux des gaz à effet de serre. Donc voilà, ça c'est un petit éventail très rapide des recherches de Yves. Je pense que le webinaire vous permettra d'avoir une présentation aussi un peu de ce qu'il fait. Donc en plus de ses qualités de chercheur, Yves a aussi une capacité remarquable de pédagogie et de générosité qui met avec beaucoup d'humilité au service des plus jeunes générations de chercheurs dont je fais partie. Donc je remercie grandement Yves de sa présence à Lyon et de tous ses bons conseils. Et c'est vraiment une opportunité et une chance de l'accueillir pour ces 6 mois dans le paysage lyonnais. Donc, n'hésitez pas aussi à le solliciter parce que je pense qu'il le fera avec grand plaisir, voilà, d'apporter ses compétences et ses connaissances. Et aussi, merci donc à l'EUR H2O Lyon de soutenir cet accueil. Et voilà, je vais laisser la parole à Yves et il vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci beaucoup, Fanny. Merci aussi à Claire-Lise pour ces très gentilles introductions. Et bienvenue à tous. Je vais juste mettre ma présentation ici. Et merci spécial à H2O Lyon qui a grandement facilité ma venue ici à l'Université de Lyon pour les prochains mois. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de partager un peu ce que je fais, depuis maintenant quand même pas mal d'années. Alors, est-ce que tout le monde voit la présentation? J'imagine que oui. Alors, je vais vous parler aujourd'hui donc des émissions de GES, des gaz à effet de serre, des grands barrages, et je vais essayer d'être à la frontière un peu entre le fondamental, et l'appliqué, comment le fondamental peut aussi nourrir l'appliqué. Alors, les grands barrages, ben, il n'y a rien de vraiment nouveau là-dedans. C'est une carte mondiale des plus grands barrages, disons. Là, c'est les 6800 qu'on voit, c'est des petits points rouges, correspondent à tous les barrages répertoriés, en tout cas, dont le volume excède 100 000 mètres cubes d'eau, oui, et dont la surface totale cumulée, si on veut, est environ de 350 000 km², ce qui représente environ 10 de la surface des eaux intérieures totales, donc incluant tous les lacs, etc. Donc, c'est quand même une surface qui n'est pas négligeable. Et ça, c'est l'actuel, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de barrages qui sont projetés dans le monde. On en compte des milliers. Bon, tous ces barrages-là ne seront pas construits. Certains étaient à l'état de planification, mais ceux qui sont en bleu sont déjà en phase construction. Et il y en a de nouveaux un peu partout dans le monde, mais surtout, comme vous voyez, il y en a beaucoup en Chine, en Inde, et il y en a aussi en Europe.
et beaucoup, évidemment, en Amérique du Sud. Il y en a encore des nouveaux qui sont projetés en Amérique du Nord, mais c'est quand même beaucoup plus restreint comme nombre. Alors, les barrages, c'est pas nouveau. L'émission de gaz à effet de serre des barrages, ce n'est pas nouveau non plus. En fait, on fête cette année les 30 ans de la première publication de John Rudd au Canada qui s'est posé la question, est-ce que les réservoirs sont des sources significatives de gaz à effet de serre pour l'atmosphère? Et depuis ce temps-là, il y a eu une multitude, ce que vous voyez à l'écran est en fait une infime partie de ce qui s'est publié depuis 1993 à ce sujet. Donc, c'est pas nouveau, cette problématique-là. Et j'ai décidé que dans ma présentation aujourd'hui, donc mon plan de présentation va diviser en 4 sections. Pourquoi les réservoirs produisent des GES et pourquoi on s'y intéresse? Ça va être très rapide, vous allez voir. Ensuite, quelle est l'ampleur du phénomène à l'échelle globale? Ensuite, quel est l'impact de ces émissions de gaz à effet de serre sur le climat? Parce que émission est une chose, impact sur le climat en est une autre. Et finalement, que peut-on faire pour les réduire? C'est là que je vais essayer d'être à l'interface du fondamental et de l'appliquer et de voir comment ce que nos connaissances qu'on a acquéries depuis les 30 dernières années pourraient nous informer sur la façon dont on pourrait réduire ces gaz à effet de serre des projets existants, mais aussi et surtout, je dirais, des projets qui sont pour le futur, hein, encore à l'état de projet, justement. Alors, première question ou premier constat, c'est les réservoirs ne sont pas fondamentalement différents que les milieux naturels. En fait, la quasi-totalité des écosystèmes aquatiques continentaux, dont je parle des lacs et des rivières, sont des émetteurs de gaz à effet de serre. Alors, à gauche, vous avez le CO2 et la ligne pointillée verticale représente l'équilibre avec l'atmosphère et tout ce qui est à droite représente donc des sources de CO2, dans ce cas-là, pour l'atmosphère. Donc, on voit que la quasi-totalité des écosystèmes ici qui ont été répertoriés, qui ont été quantifiés, que ce soit des lacs ou des rivières, sont des émetteurs de CO2. Il y en a quelques-uns, effectivement, qu'on peut considérer comme des puits de CO2, mais la vaste majorité sont des sources pour l'atmosphère. Pour le méthane, c'est encore plus prononcé. Euh, il y a le pointillé est à gauche complètement ici, et vraiment, c'est la totalité qui est sursaturée, donc qui est une source, qui sont des sources de méthane, dans ce cas ici, pour l'atmosphère. Cette distribution qu'on voit, cet histogramme, est basée sur environ 700 lacs un peu partout au Canada. Donc, qui avait été l'objet d'un projet pan-canadien sur la santé de nos lacs. Bon, il y en a un qui semble à gauche, là, mais je le crois même pas vraiment. Là. Je pense qu'il devrait être un peu plus à droite, mais rendu à ces teneurs-là, là, c'est de les quantifier. Bon, voilà. Donc, les systèmes naturels sont des sources d'AGS pour l'atmosphère. Cependant, qu'est-ce qui arrive lorsqu'on transforme le paysage, lorsqu'on construit un barrage sur une rivière, par exemple, où là, on va inonder un territoire plus ou moins important selon le type de réservoir qu'il s'agit. Si c'est un réservoir qu'on appelle au fil de l'eau, ben, la surface inondée va être beaucoup plus restreinte. Nous, au Québec, on est habitué à des réservoirs de stockage qui, eux, vont ennoyer de grandes surfaces, allant de quelques dizaines de kilomètres carrés à des centaines de kilomètres carrés, voire même au-dessus de 1000 kilomètres carrés qui ont été ennoyés pour la génération généralement d'électricité. Maintenant, ce que je vais parler aujourd'hui ne se limite pas aux réservoirs hydroélectriques, mais
inclut également les réservoirs qui sont construits, par exemple, pour le contrôle des inondations, pour l'irrigation ou pour des sources d'eau potable, etc. Mais les réservoirs hydroélectriques ont quand même une certaine particularité que je parlerai tantôt. Donc, quels sont les principaux changements qui surviennent lorsqu'on ennoie un grand territoire? Bien, évidemment, on va ennoyer aussi de grandes quantités de matière organique, particulièrement celle qui est contenue dans les sols, qui seront ensuite dégradées. Et cette dégradation va évidemment générer du CO2, donc du gaz carbonique, et ou du méthane, selon les conditions à l'intérieur de ce milieu-là. Donc ça, c'est une première chose qui est différente des lacs naturels. Et une chose aussi qui est très fréquente, qui est normale en fait, c'est lorsqu'on construit un réservoir, on va prolonger le temps de séjour de l'eau. Dans une rivière, le temps de séjour d'une section de rivière, disons de la section qui occupait maintenant l'espace ou le paysage du réservoir actuel, mais on passe d'un temps de séjour de l'eau de quelques jours, parfois même juste de quelques heures, à des mois. Donc, ce temps supplémentaire où l'eau séjourne dans ces réservoirs, ben, il y a plus de temps pour que cette décomposition s'effectue. Donc, ça, c'est un changement important d'un point de vue biogéochimique. Je reviendrai peut-être un petit peu plus tard. On va aussi créer des zones, des nouvelles zones qui sont susceptibles de devenir anoxiques et donc dépourvues d'oxygène. Alors, même si les couches de surface, les couches d'eau de surface vont généralement demeurer oxygénées, ben, le sol qui, lui, est ennoyé, dès les premiers millimètres sous la surface du sol, si on veut, qui était ennoyé, on va être en condition anoxique. Et ça va énormément favoriser la production de méthane qui, on se rappelle, a un pouvoir radiatif beaucoup plus élevé que celui du gaz carbonique. Et de par la nature des réservoirs, qu'ils soient pour le contrôle des inondations ou pour l'hydroélectricité, il va y avoir des importantes fluctuations du niveau d'eau qui peuvent, dans certains cas, accentuer davantage les émissions parce que on assèche certaines parties, on les ennoie de nouveau, on les assèche et on les ennoie. Et ce cycle-là peut moduler, en tout cas, et dans certains cas, accentuer les émissions. Une autre chose qui, elle, ah oui, avant que je passe à ma prochaine diapo, et ce qui est important de distinguer, c'est oui, les systèmes naturels produisent eux-mêmes des gaz à effet de serre, mais l'excédent de ce qui aurait été émis par les systèmes aquatiques préexistants, ben ça constitue une source, une nouvelle source de GES pour l'atmosphère. Donc, il y a une partie des gaz à effet de serre qui sont émis des réservoirs qui sont anthropiques et il y a une partie qui aurait eu lieu même si on n'avait pas créé le réservoir. Et ça, c'est un peu, ça fait partie des complications, disons, qu'on a dans ce domaine-là, c'est de vraiment essayer de partitionner les gaz à effet de serre entre ce qui est naturel et ce qui est anthropique. Mais dans le paysage des réservoirs et des gaz à effet de serre, ce qui a changé, c'est plus une donne sociologique ou sociopolitique dans la mesure où jusqu'à très récemment, en fait jusqu'en 2019, même si on sait depuis 1993 que les réservoirs peuvent constituer des sources de gaz à effet de serre, tous les pays des Nations Unies, donc qui sont signataires des grands accords euh, doivent, ne devaient pas jusqu'en 2019 inclure des émissions provenant des réservoirs dans les inventaires nationaux de GES que chaque pays doit fournir à chaque année. Mais depuis 2019, c'est maintenant obligatoire. En fait, la décision a été prise en 2019. Je crois que la première année obligatoire a été plus en 2022, le temps que les pays s'ajustent et fassent leurs propres calculs.
Et ben ça, c'est une donne qui est importante parce que là, on doit de mieux en mieux tenter de quantifier quelles sont ces émissions. Et la raison pour laquelle ça a pris tant d'années à avoir cette obligation, si on veut, c'est parce qu'il n'y avait pas de méthodologie qui faisait consensus entre les pays. Et le GIEC étant euh, une organisation des Nations Unies, c'est par consensus que ça fonctionne. Donc, vu qu'il n'y avait pas de consensus, il n'y avait pas d'obligation. Maintenant, ce consensus-là a été atteint et le rapport que vous voyez au centre ici fournit des tableaux qu'on appelle des tableaux de facteurs d'émission qui sont très, très simples et qui permettent à n'importe quel pays d'estimer, de façon grossière, on s'entend, mais d'estimer au moins quelle est la contribution des réservoirs à leurs inventaires nationaux. Alors, pour vous donner un exemple, ici, c'est un genre de tableau qu'on retrouve dans ce rapport du GIEC, où ben, si on a un réservoir qui est plus jeune que 20 ans euh, et qu'on est en situation dans la zone boréale, ben, on n'a qu'à multiplier ce chiffre ici, 27,7, par la surface de réservoirs occupés dans notre pays et ça nous donne une valeur d'émission. Et il y a plusieurs de ces tableaux-là dans le truc. Donc, ça prend quelque chose de très simple pour que ça soit consensuel. Maintenant, ça donne aussi la possibilité à tous les pays d'améliorer ça, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un facteur ou une estimation qui est plus précise pour un pays donné. Et ça, donc, ça ouvre la porte à toutes sortes d'exercices de modélisation, entre autres, que je vais parler un petit peu plus tard. Voilà. Alors, maintenant qu'on sait que ça existe à l'échelle individuelle, quelle est l'ampleur du phénomène à l'échelle mondiale? Il y a plusieurs années maintenant, une dizaine d'années, j'avais été approché par l'Association des producteurs d'hydroélectricité qui est basée à Londres pour développer un outil qui permettait de quantifier justement les émissions de gaz à effet de serre pour n'importe quel réservoir dans le monde, essentiellement. Et c'est un outil qui est en ligne, qui est libre d'utilisation, qu'on appelle le GRES, qui est globalement harmonisé, qui est interfacé avec un truc de Google qu'on appelle Earth Engine, qui est un peu une plateforme d'analyse spatiale géolocalisée. Et ensuite, on avait combiné à ça toutes les données empiriques de gaz à effet de serre qui avaient été publiées jusqu'à fort récemment. Et on avait réussi à mettre en relation, si on veut, des facteurs environnementaux, soit des facteurs environnementaux généraux ou d'autres propres à un réservoir en particulier, à ce réservoir qui nous intéresserait. Et, et c'est comme ça que l'outil a été construit. Donc, il a été basé sur une revue de la littérature qu'on a combiné avec des bases de données globales sur toutes sortes d'attributs, qui nous a permis ensuite de construire des modèles purement statistiques, empiriques, qui nous permettent de prévoir, de prédire par simple équation mathématique des émissions provenant de différentes voies d'émissions que je parlais un petit peu tantôt, mais on va parler d'émissions diffusives à la surface des réservoirs du méthane, des, 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 des émissions ébulitives et aussi des émissions qu'on appelle degassing, mais qui se produisent en fait en aval du réservoir lui-même. Et il y a toutes sortes d'autres attributs qu'on peut calculer à partir de cet outil-là. C'est un outil qui est maintenant pas mal répandu, son utilisation pas mal répandue. Il y a plus de 2000 utilisateurs enregistrés provenant de 129 pays différents. Bon, c'est plus utilisé en Amérique du Nord, mais quand même et dans certains pays européens.
mais c'est quand même passablement répandu maintenant et adopté. Et comme je vous disais tantôt, ce modèle-là, en fait, ce ne sont que des fonctions empiriques. Donc, vous avez les équations ici là, sur différents paramètres qu'on peut facilement et directement dans l'outil qu'on peut quantifier à même l'outil sans qu'on ait besoin d'aller faire tous les calculs. En gros, si on représente ces relations statistiques par des illustrations graphiques, ce qu'on voit essentiellement, c'est que les émissions, je vais prendre celui à gauche, je ne passerai pas à travers tout ça, là, mais si on prend celui à gauche, il y a les émissions vont être très élevées au départ, tout de suite après l'ennoiement, et ensuite, à mesure que le réservoir vieillit, les émissions vont descendre. Les émissions vont être plus élevées dans des milieux plus chauds que ceux plus froids et où ils vont être plus élevés aussi dans des endroits où le sol qui a été ennoyé était riche en carbone organique. Alors, tout ça, c'est des facteurs comme ceux-là qu'on voit, mais la tendance générale, c'est la température est très importante et l'âge du réservoir est aussi très important. Et bon, ça, c'est un peu une idée de l'interface. Vous donnez des informations sur le paysage, sur les caractéristiques du réservoir, et vous pouvez ensuite avoir une image de quelles seront les émissions attendues à travers la vie du réservoir. Et il y a aussi d'autres trucs qui se calculent, entre autres pour essayer de voir quel était le bilan carbone du paysage avant l'ennoiement par rapport à ce qu'il est aujourd'hui après l'ennoiement du paysage. Donc, une fois qu'on a construit ces modèles-là, qui sont surtout utilisés de façon ponctuelle lorsque, par exemple, un producteur d'électricité veut évaluer l'émission de son réservoir, ben, il va l'appliquer sur son réservoir à lui seul. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a combiné ce modèle-là à tous les réservoirs de la base de données que j'illustrais tantôt, là, qui a environ 6800 réservoirs, donc les plus grands réservoirs, parce qu'il y en a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de petits réservoirs, mais là, on parle surtout des plus grands réservoirs. Et on a appliqué le modèle à tous ces réservoirs à l'échelle de la planète. Et ça nous a donné un peu un portrait à l'année 2020 de quelle était l'empreinte carbone, si on veut, des réservoirs. Et c'est ce que vous voyez ici. C'est chaque petit point ici, ça représente en fait la somme des réservoirs qui se trouvaient dans chacune des pixels dans lesquels le monde a été divisé. Et ce qu'on peut remarquer à droite du graphique, c'est que oui, il y a beaucoup de réservoirs en milieu nordique, entre autres au Canada, au Québec et aussi dans les pays scandinaves, mais aussi ailleurs en Europe. Mais les émissions sont beaucoup plus faibles et de par le climat qu'on retrouve dans ces régions-là. Et ici, vous avez à droite donc un genre de graphique qui démontre la répartition latitudinale des gaz à effet de serre en termes de quelle est l'intensité des émissions, c'est-à-dire quels sont les grammes de CO2 équivalents par mètre carré de surface de réservoir par année. Et on a pu aussi déterminer quelle était la contribution relative des différentes voies d'émission. Et pour nous, une des grandes surprises, je n'irai pas dans le grand détail, là, mais une des grandes surprises, c'est que collectivement, bon, on arrive à quelque chose comme 1 pétagramme de CO2 équivalent par année, mais que environ 40% de ces émissions-là, en fait, ont lieu en aval du réservoir, n'ont même pas lieu à la surface du réservoir, mais en aval, en grande partie parce que
Les grands réservoirs sont souvent des réservoirs hydroélectriques et, et l'eau qui alimente les turbines est souvent puisée dans les couches profondes, là où le méthane en particulier s'accumule à de très fortes teneurs, très fortes concentrations, et ce méthane-là euh, n'a pas la possibilité, si on veut, d'être filtré par les organismes qui sont dans le réservoir, les micro-organismes qu'on appelle les méthanotrophes, qui consomment ce méthane-là. Alors, le méthane euh, bypass, si on veut, ce filtre biologique et se retrouve en aval et émis, en fait, en aval du réservoir. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Et si on regarde, si on fait maintenant la somme totale, on n'est pas les premiers à faire une estimation globale. Euh, au début, les premières estimations variaient énormément en termes de ce qu'on considérait être la surface même des réservoirs. Alors, une des premières publications de Vincent Louis dans les années 2000 quantifiait la surface des réservoirs de plus de 1,5 million de kilomètres carrés. Aujourd'hui, on a une bien meilleure idée de ça. C'est plus vraiment, comme je disais en introduction, plus aux alentours de 350 000 kilomètres carrés. Mais les émissions totales, que l'on voit ici à droite, sont quand même assez importantes et comment dire, les estimations des différentes approches commencent vraiment à converger. Sauf pour la partie, comme je vous disais, qui a lieu en aval des réservoirs. J'en parlerai un petit peu plus aussi tantôt. Maintenant, c'est une chose de savoir les émissions, mais quel est l'impact de ces émissions-là sur le climat? Alors, la première chose qu'on a voulu regarder là-dedans, c'est la diapo précédente montrait un portrait, un snapshot des émissions de gaz à effet de serre à l'année 2020, selon nos calculs. Maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Et on a voulu essayer de reconstruire l'évolution des émissions de ces gaz à effet de serre depuis le dernier siècle. Et, c'est ce qu'on a réussi à faire, tout simplement en connaissant la date, l'année à laquelle un barrage a été construit et en combinant ça avec le fait que au moment de la construction ou l'année suivant l'ennoiement, les émissions sont très fortes, mais vont diminuer dans le temps, on a pu reconstruire quelle a été l'évolution des émissions depuis le début du siècle dernier, donc depuis 1900. Et ce qu'on a trouvé ici, c'est que, comme vous voulez le voir, le pic des émissions était en 1987. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le maximum des émissions provenant des réservoirs, en fait, est derrière nous depuis maintenant 25 ans. Non, plus que ça, 35 ans. Et ont diminué. Mais ces émissions-là, non seulement ont changé dans leur masse totale, mais ont aussi changé dans leur nature. Lors du pic des émissions, la plupart de ces émissions étaient sous forme de gaz carbonique, de CO2. Mais puisque la décroissance est assez rapide à mesure que le réservoir vieillit, la contribution du CO2, elle aussi, diminue dans le temps. Et ce qu'on peut voir, en fait, ce graphique-là montre qu'il y a eu vraiment un boom de construction qui a été dans les années 60, 70 et jusqu'au début des années 80. C'est vraiment là que les grands réservoirs ont été construits. Et c'est pour ça qu'on voit la forme de cette courbe-là. Maintenant, comme je disais, émission n'égale pas effet sur le climat. Alors, pourquoi il y a cette différence, si on veut? C'est qu'une fois une molécule ou qu'une mole d'un gaz à effet de serre est dans l'atmosphère,
il ne restera pas dans l'atmosphère pendant la même durée, ça va dépendre du gaz. Par exemple, le méthane qui, en soi, a un effet radiatif plus élevé que le CO2, mais a un autre, de son côté, si on veut, un avantage dans le sens qu'il ne restera pas sous forme de méthane dans l'atmosphère très longtemps. On lui donne un temps de séjour moyen d'environ 12 ans et demi. Donc, après 12 ans et demi, on va avoir perdu environ 63 de qu'est-ce qu'on avait émis dans le cas du méthane. Dans le cas du CO2, c'est très différent. Une quantité que l'on met dans l'atmosphère va rester dans l'atmosphère beaucoup plus longtemps avant d'être recapté dans la biosphère. En grande partie, c'est environ un tiers dans les forêts euh, et un peu plus aussi dans les océans. Là. Et il y en a d'autres réservoirs biosphériques là, qui absorbe aussi ce CO2-là. Alors, donc, c'est pas la même chose. Donc, lorsqu'on veut convertir les émissions en effet sur le climat, il faut tenir compte de cela. Et, et bon, ici, je ne veux pas aller dans les équations, pas du tout, là, mais tout ce que je voulais vous montrer, on peut le voir ici sur le graphique à droite, c'est imaginons que je construis un réservoir, je mets ou j'ennoie un réservoir aujourd'hui à l'an 0 et que dès sa mise en eau, il va y avoir un pic d'émissions qui va ensuite décroître. Le fait que les émissions décroissent, par contre, ne les enlève pas toutes, de telle sorte que le pic de l'effet d'un réservoir en ce qui concerne le méthane, va se produire environ 25 ans après. Donc, même si la décroissance des émissions va commencer à l'an 0, l'effet sur le climat va atteindre son maximum 25 ans plus tard. Et donc, ce qu'on a voulu faire ici, c'est de combiner les émissions qu'on avait calculées dans le temps, donc l'historique des émissions, avec ce qu'on sait du comportement de chacun des réservoirs, pour arriver à calculer, OK, quel a été l'effet des réservoirs dans le temps sur le climat. Alors, avant d'interpréter ce graphique-là, il faut savoir que l'ensemble de toutes les sources anthropiques de GES, méthane et gaz carbonique et aussi N2O, blablabla, ont créé ce qu'on appelle un forçage radiatif aux alentours de 2,8 watts par mètre carré dans les 250 dernières années. Donc, avant qu'il y ait un effet sur l'atmosphère, à aujourd'hui, il y a un forçage radiatif total d'environ 2,8 à 3 watts par mètre carré. Alors, la courbe en gris ici représente ce que les réservoirs ont exercé comme forçage radiatif au cours du temps. Et puis là, on s'arrête, disons, en 2020 ou à peu près. On voit que ça n'atteint que environ 60 milliwatts. Donc, 60 milliwatts comparé aux 2,8 watts de forçage radiatif global, mais ça représente environ 1,5 de l'effet radiatif total. Donc, les réservoirs n'ont pas contribué de façon effarante au réchauffement climatique, mais 1,5 c'est quand même pas entièrement négligeable. Et en termes de masse, c'est pas loin, ça tourne autour du même chiffre que l'effet de l'aviation, par exemple, de toute l'industrie de l'aviation. Maintenant, on peut regarder un petit peu plus finement et séparer euh, euh, en fait, cette diapo-là, je vais la laisser. Elle n'est pas très importante. Je suis plus intéressé à ça ici. On va quand même distinguer le,
le forçage radiatif lié au CO2 de celui lié au CH4. Alors, à gauche, vous avez le CO2 et ce qu'on remarque, c'est qu'au maximum, qui était aux alentours de 2010 environ, les réservoirs ne contribuaient qu'environ 0,6, donc un peu plus que la moitié de 1% du forçage radiatif global de toutes les sources anthropiques de CO2. Donc, c'est relativement faible. Pour le méthane, par contre, la situation est passablement différente. Au pic, qui était aussi aux alentours de 2010, les réservoirs, selon nos calculs, selon notre modélisation, euh, euh, correspondaient à ou représentaient 6% de toutes les émissions anthropiques de méthane. Et donc, c'est loin d'être négligeable. Et là, présentement, ça diminue. Ça diminue en partie parce que les émissions de méthane des réservoirs diminuent, mais ça diminue surtout parce que les autres émissions de méthane anthropique qui n'ont rien à voir avec les réservoirs augmentent. Donc, la contribution relative des réservoirs, elle, diminue. Les plages que vous voyez à droite de 2020 là, correspondent aux différents scénarios de qu'est-ce qui va se produire concernant les émissions des autres sources, selon des scénarios qui sont plus ou moins optimistes. Voilà. Et je vais tout de suite entamer la dernière section, qui ne sera pas très longue, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre. La première évidence pour moi où j'ai été vraiment confronté à cette question-là, c'est lors d'un travail de recherche qu'on avait fait sur un réservoir hydroélectrique sur l'île de Bornéo, donc un réservoir tropical, qui on a quantifié pas mal toutes les voies d'émission, donc l'ébullition, la diffusion à la surface, ce qui se passe en aval du réservoir. Et on s'est rendu compte, en fait, que l'essentiel des émissions, ça se trouve être les pourcentages qu'il y a ici. Bon, 54 plus 10 plus 18. On arrive à ce que la majorité des émissions de ce réservoir-là étaient en fait, se passaient, si on veut, en aval du réservoir. Et il y avait des valeurs très raisonnables, si on veut, à la surface du réservoir lui-même. Et ce qui a été plus frappant encore pour nous, c'est la partie très fondamentale de la dynamique du méthane qui est en cause. Le méthane est surtout produit dans les sédiments et ce méthane-là, lorsqu'on est dans zone anoxique, va simplement migrer plus proche de la surface. Et là, il peut y avoir, comme je parlais, par exemple, le filtre biologique. Mais pour être alimenté ou pour produire de l'hydroélectricité, évidemment, il faut aller puiser de l'eau en quelque part dans la colonne d'eau. Et dans le cas de Batagne High, si vous regardez ici, c'est ce qu'on appelle un profil vertical des concentrations de méthane. Alors, c'est pas très élevé à la surface, donc le 0 représente la surface, ici 35 représente la profondeur. Et bon, il y a des zones qui sont beaucoup moins prononcées, moins concentrées qu'à la fin. Et ici, je suis sur une échelle logarithmique. Ça veut dire entre chaque unité, il y a un facteur de 10. Alors, prendre de l'eau qui est ici à, disons, 22 mètres et prendre de l'eau qui est à 10 mètres, ben, il y a un facteur facilement de 100 fois en termes de concentration. Donc ça va jouer énormément sur l'empreinte GES qu'un réservoir peut avoir. Et on a fait des calculs qui montraient que si l'entrée d'eau avait été positionnée quelques mètres plus haut, et je parle vraiment de quelques mètres, de 4-5 mètres de plus haut que ce qui a été fait
ce réservoir-là a 30 ans environ, donc il y a une trentaine d'années, mais on aurait diminué l'empreinte GES de ce réservoir de 90 qui est énorme. Et évidemment, on peut pas déconstruire pour reconstruire avec une entrée d'eau, en tout cas pas facilement, un réservoir qui est déjà construit, mais il est peut-être possible de jouer avec le niveau d'eau parce que là où il y a le minimum de concentration, c'est souvent là où la température et l'oxygène vont changer très rapidement. Et en changeant le niveau d'eau, on pourrait changer la qualité de l'eau qui est turbinée et dont les gaz à effet de serre vont être relâchés une fois en aval. Donc, c'est un peu sur cette question-là qu'on travaille présentement. Pourrait-on modéliser à l'avance, même avant qu'un réservoir soit fait, pour déterminer quel serait l'endroit optimal pour installer l'entrée d'eau pour les turbines, de sorte qu'on pourrait minimiser l'empreinte GES dans ce système-là. Alors, pour ça, c'est juste pour vous impressionner. Non, c'est pas vrai. Mais on a développé un modèle numérique là, qui couple la physique d'un système avec la biogéochimie du système pour justement prévoir, OK, où est-ce qu'ils vont être la zone de transition entre le chaud et le froid et entre là où il y aura de l'oxygène ou là, il n'y en aura pas, pour qu'on puisse justement euh, quantifier l'endroit ou identifier l'endroit qui serait le plus susceptible de minimiser. Et ici, je veux juste vous faire une petite animation. On a fait tourner le modèle. Et encore une fois, là, on a ici des concentrations de méthane, un profil de méthane, donc de la surface à 25 mètres. Et je vais vous le faire rouler pendant une année. Donc, on va le voir changer tous les jours. Vous voyez comment ça change. Et là, disons que je vais l'arrêter à ce moment-là. Vous voyez comment il peut y avoir à l'intérieur d'une dizaine de mètres des concentrations très différentes. On est ici à environ 70 en profondeur et ici, on est environ à 0,1 à 5 mètres. Alors, évidemment, il y a des contraintes liées à la flexibilité qu'on veut donner à un barrage hydroélectrique pour produire plus ou moins d'électricité, mais on pourrait imaginer, en tout cas, construire ou installer la prise d'eau au moins à certains moments de l'année, de telle sorte que l'eau qui est turbinée est en fait très pauvre en gaz à effet de serre et non pas très riche comme c'est souvent installé les entrées d'eau. Alors, c'était un petit exemple qui, euh, qui, qui voulait illustrer comment, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui et avec les outils informatiques, on pourrait, dès l'étape de la planification, tenter de prévoir le fonctionnement biogéochimique d'un système pour en réduire au maximum l'empreinte GES. Et déjà, je crois que j'ai écoulé mon temps, alors je vais m'arrêter là pour répondre à vos questions, juste pour conclure que les barrages peuvent être des sources intenses de GES entrépique, ça dépend du milieu. Les pics, on l'a vu, elles sont derrière nous, mais collectivement, elles ont contribué significativement aux émissions anthropiques, surtout pour le méthane. Alors, sur ce, j'arrête maintenant. Je vous dis merci et je serai prêt à répondre à vos questions. Alors, Marine dit, Yves, y a-t-il une règle au doigt mouillé de la profondeur à partir de laquelle le méthane augmente? Par exemple, en pourcentage de la profondeur totale. Bonne question. Je ne sais pas si je l'aurais appelé comme ça, là, une règle au doigt mouillé, mais je dirais que on peut, selon la localisation, selon l'exposition qu'un réservoir va avoir, par exemple au vent, on peut déterminer à quelle profondeur on est susceptible de retrouver ce qu'on appelle la thermocline, c'est-à-dire la profondeur là où
où la température va changer très rapidement. Et c'est souvent quelques mètres, et quand je dis quelques, c'est peut-être 1, 2 ou 3 mètres sous cette thermocline qu'on va souvent retrouver le creux, c'est-à-dire le minimum de concentration. Typiquement, un réservoir de 80 km², disons, on va souvent retrouver cette thermocline aux alentours de 10 mètres. Donc, typiquement, on pourrait installer peut-être l'entrée d'eau aux alentours de 13 mètres. Si c'est un réservoir plus petit, ça sera plus haut dans la colonne d'eau, etc. Mais je Merci. dirais, plus qu'une règle du pouce comme ça, on a maintenant des outils de modélisation physique qui nous permettraient déjà de quantifier ça relativement facilement. Alors, je prends un peu d'ordre. Merci pour la réponse. Je prends un peu l'ordre des questions. Il y a Colline qui demande comment ça se passe par rapport à ce que tu proposais de potentiellement jouer sur les niveaux d'eau pour pouvoir réduire les impacts d'émissions, notamment du méthane par le dégazage. Si par exemple on a de l'accumulation des sédiments qui augmente aussi au cours du temps dans le réservoir. Bonne question. C'est sûr que il y a des réservoirs qui, dès la conception, ont plusieurs entrées d'eau qui peuvent être utilisées à différents moments. Donc, des entrées d'eau qui sont amovibles, c'est un peu trop simple, là, mais qu'on peut tirer de l'eau de différentes profondeurs à différents moments. Donc, ça, c'est très utile. Pour un réservoir qui a une entrée d'eau fixe, ben, c'est très difficile, c'est quasiment impossible, sauf si on construisait un mur un peu devant le barrage qui forcerait l'eau qui sera survenue de venir de plus haut dans la colonne d'eau. Ça serait des ouvrages qui seraient très, très compliqués à faire. Mais je suis pas ingénieur en barrage, là, j'ai aucune idée de ce que ça pourrait représenter, mais on a vraiment l'impression que ça serait très difficile à faire. Maintenant, je pense que les réservoirs, historiquement, on ne se posait pas cette question-là parce qu'on n'avait aucune idée de l'importance que ça avait au niveau des gaz à effet de serre et on la mettait la plus basse possible simplement pour se donner le maximum de flexibilité dans le niveau d'eau. Alors, mais si maintenant on attribue un signe de dollar au carbone qui est émis, ben, je pourrais facilement imaginer que ben, on pourrait peut-être jouer avec le niveau d'eau, que ce serait plus économique peut-être de baisser le niveau d'eau, même si on produirait un peu moins d'électricité, si on diminue énormément l'empreinte GES. Tu as parlé de l'abaissement des niveaux d'eau pour potentiellement justement mitiger ces impacts. Donc, je rebondis juste sur le commentaire de Monsieur Michel Lafort qui travaille sur la restauration des plans d'eau et qui parle justement de cette solution qui a été envisagée pour jouer sur les profils de température et d'oxygène dissous pour réduire justement, enfin en tout cas pour modifier la répartition des concentrations en méthane. Donc, je relais juste le commentaire de Monsieur Michel Lafort qui te donne son adresse email si tu souhaites le contacter à ce propos. Et si je reprends D'accord, je la prends en aussi note. les autres questions, il y a Vincent Chanudet qui te demande s'il ne faudrait pas retirer la forêt potentiellement avant la mise en eau pour réduire les émissions. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, c'est pas pour moi comment dire, j'ai juste le terme anglais en tête, c'est pas le silver bullet, dans le sens que ce n'est pas la solution, ce n'est pas la panacée pour réduire les émissions. Euh, bon, c'est sûr que ça peut varier un peu entre les pays tropicaux et les pays nordiques. Euh, mais par exemple, chez nous, on peut plonger dans des réservoirs qui ont été ennoyés il y a 30 ans, puis on voit encore les épines sur les épinettes, là, sur les arbres. Donc, il y a très peu de dégradation
de la biomasse elle-même, donc des troncs d'arbres ou des grosses branches d'arbres, qui fait que ça ne contribue pas énormément à aux émissions de gaz à effet de serre. Et même, euh, et même en milieu tropical, dans des milieux qui sont dépourvus d'oxygène, ben, même après 30 ans, le bois n'a pas tellement changé, n'a pas tellement perdu de son carbone. D'ailleurs, il y a même des projets qui visent à aller couper les arbres qui ont été ennoyés il y a 30 ans parce que le bois, justement, est encore en parfait état. Il y a une remarque enfin une question, remarque aussi, intéressante de Frédéric qui demande est-ce que par rapport à toute cette analyse que tu as montrée sur les émissions de gaz à effet de serre par les barrages, au vu de la quantité énorme d'énergie produite par l'hydroélectricité, est-ce que finalement c'est pas positif je ne sais pas si je relève bien la question. Est-ce que l'analyse du cycle de vie d'un barrage n'est pas positive au vu des énormes quantités d'énergie produites grâce à l'hydroélectricité? Oui, on a écrit un papier il y a 3 ans maintenant, où on a fait avec une collègue qui est spécialisée justement en analyse du cycle de vie sur le parc de barrages au Québec. Et même lorsqu'on regarde ça au niveau de tout le cycle de vie du barrage, euh, les émissions liées au barrage, et ça inclut la construction, et ça inclut toutes les émissions cumulées sur une durée de vie qu'on estime à peu près à 100 ans, ben c'est encore très hautement avantageux comparé à peu près n'importe quelle autre filière de production d'électricité. Je pourrais vous envoyer une copie de cet article. Il y a une question également. Est-ce que dans ce que tu as montré, vous avez distingué aussi les barrages au fil de l'eau, dont le fonctionnement, on sait qu'ils sont différents, on a un petit peu parlé. Ouais. Les réservoirs qui sont là, qu'on a modélisés, c'est surtout des réservoirs de stockage. Mais il y a des réservoirs au fil de l'eau qu'on a appliqués. Et évidemment, euh, il y en a moins qui ont été étudiés parce que toute notre modélisation au départ que je qualifiais de statistiques empiriques, ben, c'est des données basées sur ce qui a été mesuré. Et on a plus de mesures, beaucoup plus de mesures dans des réservoirs de stockage que des réservoirs au fil de l'eau. Donc, c'est encore un point d'ombre, la question des réservoirs au fil de l'eau. Mais il y a quand même des exemples, en Europe, entre autres, où des réservoirs au fil de l'eau, donc on n'a à peu près pas en noyé de territoire, qui sont des gros émetteurs, parce que les réservoirs vont aussi avoir tendance, surtout dans les milieux très populeux, d'accroître la sédimentation, et la sédimentation accrue va favoriser la production de méthane, entre autres, créer des hotspots de méthane. Toujours sur les petits réservoirs, Teresa Silverton qui demande si tu as une idée un petit peu du potentiel d'émission de ces petits réservoirs. Euh, Ça dépend ce qu'on entend par petit. J'ai un étudiant qui a passé pas l'été qui vient de se terminer, mais l'été précédent à, à, à estimer les émissions de gaz à effet de serre des tout petits réservoirs. Quand je parle de petits réservoirs, en fait, ce sont des lacs qu'on a mis un petit barrage pour monter le niveau d'eau et créer une plus grande surface pour avoir des chalets aux alentours. C'est un genre de sport national au Québec que d'avoir son chalet près du bord du lac. Et, euh, et la plupart de ces réservoirs-là sont déjà pas mal vieux. Donc, on n'a pas beaucoup d'indications, mais on soupçonne que ça ne sera pas énorme comme empreinte totale de GS provenant des petits réservoirs. Mais c'est encore à quantifier plus précisément, pour sûr. Ah, alors, je ne sais pas du coup si Yves a entendu la question que je Ouais, relayais. Non.
Alors, la question, c'était Marine qui demande s'il y aurait pas des modes d'exploitation qui pourraient être mis en place lors des premières années de vie des réservoirs qui pourraient permettre de faire qu'un maximum du méthane soit diffusé plutôt que dégazé dans le temps, quoi. Bon point. Ben, à vue de nez, l'idée serait justement de peut-être que les premières années, de garder le niveau plus bas jusqu'à temps que la production, le taux de production de ces gaz à effet de serre diminue et ensuite progressivement monter le niveau d'eau pour pouvoir plus l'exploiter d'un point de vue génération d'électricité, tout en balançant, si on veut, ou réduisant les gaz à effet de serre. C'est un excellent point sur lequel j'ai jamais réfléchi d'ailleurs. Merci. Est-ce que moi, je peux poser une question aussi? Oui, Non, pour rebondir sur le méthane, tu montres bien qu'en fait, au cours du temps, tu as une diminution des émissions totales parce que c'est essentiellement le CO2 qui va driver le pic des émissions, notamment dans les années 80, mais que tu as une augmentation du méthane. Et du coup, ça vient d'où cette augmentation du méthane? Puisqu'on pourrait se dire que une grosse part de la matière organique a été minéralisée plutôt dans les premières années de vie du réservoir. Donc pourquoi on voit pas une décroissance du méthane aussi? ben, c'est-à-dire que le méthane, il y a une décroissance, mais c'est juste la décroissance est moins rapide que celle du CO2. Donc, on a l'impression que la contribution relative augmente, mais il y a aussi, euh, euh, je pense que quand on est rendu surtout en méthanogénèse, donc en production de méthane comme voie de décomposition, c'est beaucoup plus lent. Donc, la contribution du méthane augmente à travers le temps, mais va durer beaucoup plus longtemps. Euh, Parce que en termes de mol de méthane produite par rapport au mol de CO2, c'est beaucoup plus faible. Donc, la dégradation euh, est quand même beaucoup plus lente lorsque c'est effectué surtout par méthanogénèse. Il y a juste Monsieur Lafort qui précise aussi que, il y a aussi l'importance effectivement de la présence d'un hypolémium anoxique et des niveaux trophiques, de la profondeur, la fréquence Absolument. potentiellement. Voilà. Oui, absolument. On a travaillé cet été sur un réservoir qui avait environ 50-60 mètres de profondeur et toute l'année, euh, tout l'été, toute la période libre de glace, il y avait plein d'oxygène encore dans ce réservoir-là. Et là, on voit quasiment aucune accumulation de méthane dans le fond. Donc, dans ce cas particulier, mais encore là, on est dans un milieu nordique, donc la production de méthane est très sensible à la température et chez nous, que ce soit l'hiver ou l'été, le fond du réservoir, comme le fond des lacs, est toujours à la même température. Hein, et il est toujours à 4 degrés. Je dis toujours que les sédiments de nos lacs nordiques sont constamment au réfrigérateur. Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de méthane qui se produit. Puis en plus, il y a beaucoup d'oxygène. Donc, ça va faire en sorte que le méthane ne s'accumulera presque jamais dans ces situations-là.